Avant de procéder à vous montrer ce qui s'est passé avec Vénus en février 2017, permettez-moi de revenir sur certaines notions importantes qui vont vous aider à comprendre mon explication. Donc, je pense que la plupart d'entre vous se rappellent que Vénus est appelée l'étoile brillante du matin, Vénus the Morning Star. Bon, ici, on a aussi la qualification de Evening Star. Ici, si on parle d'astronomie, c'est un article dans le Universe Today. Cependant, ce qui est une caractéristique spéciale de Vénus, c'est que c'est une planète, si vous voulez. Bon, évidemment, vu de la Terre, qui a l'apparence d'une étoile. On sait que c'est pas une étoile à proprement dit, c'est une planète. Mais elle a l'apparence d'une étoile vue de la Terre. Et la caractéristique de Vénus, c'est que en plein jour ou le matin, pas nécessairement en plein jour, mais le matin, lorsque la lueur du soleil débute, elle est encore visible comme étant une étoile. Tandis que les autres étoiles, dont Sirius, qui est la plus brillante de toutes les étoiles, excluant les planètes dans ce cas-ci, je vais juste vous montrer ici Sirius. Okay? Sirius, c'est la plus brillante des étoiles du ciel de la nuit, du ciel nocturne. Si on le voit ici, Sirius, donc, rappelez-vous que Sirius est l'étoile la plus brillante. Donc, si Sirius est l'étoile la plus brillante, cette étoile-là, Sirius, n'apparaît pas, elle est invisible, à proprement dit, les matins, lorsque le soleil commence dans ses premières lueurs. Désolé, ça se peut que je reçoive des appels pour le travail, donc ça c'était un appel pour le travail. Donc je continue, donc Sirius étant une étoile, c'est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, et lorsque le soleil, dans les premières lueurs du soleil, évidemment, Sirius disparaît à l'œil nu, on la voit plus dans le ciel, tandis que Vénus, elle, perdure, à cause qu'elle a une brillance beaucoup plus élevée. Ici, on voit un article, Le ciel des hommes, c'est une revue astronomique, Étoile brillante sous la Lune. Ça, c'était en 2015, justement, pas loin du Rosh Hashanah. On était le 9 septembre. Question, quelle est cette étoile brillante sous la Lune? La réponse donnée, il s'agit de la planète Vénus. C'est ça la réponse. Et comme vous pouvez voir ici, Vénus est the Morning Star. Certains l'appellent The Bright Morning Star ou The Morning Star, c'est-à-dire c'est une étoile visible, même le matin, aux premières heures du matin, à cause de sa très grande brillance. Normalement, la magnitude, plus la magnitude est basse, plus votre astre est brillante. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Autrement dit, une magnitude, je pense que Sirius a 1.45 négatif, moins 1.45, tandis que Vénus, sa brillance varie, et je vais vous montrer la variance de la brillance de Vénus. Donc, Vénus, sa magnitude va varier comparativement à Sirius qui est moins 1.45. Bon, voyez-vous la magnitude apparente, elle varie, dépendamment, parce que la Vénus est un peu comme la Lune, elle possède un croissant, dépendamment de sa position par rapport au Soleil et par rapport à l'endroit d'où nous situons au niveau de la Terre sur notre orbite alentour du Soleil. Donc, cette magnitude va varier de moins 3.8, là elle est moins brillante ici à moins 3.8, à moins 4,9 négatif. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle est à sa plus brillante. Alors, donc, ces notions-là étant données, que Vénus s'appelle l'étoile brillante du matin, eh bien, on peut regarder dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 16, ça dit ceci: « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Donc, il spécifie ici qu'il est le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors, une étoile qui brille le matin, la seule astre au niveau astronomique qui correspond parfaitement à cette description-là ici, c'est Vénus. Alors, c'est assez intéressant. Donc, Vénus, en plus, c'est prouvé par la science moderne
Vénus a des caractéristiques au niveau de sa roche, au niveau de sa composition physique, si vous voulez, est différente des autres étoiles du système solaire. Et selon les anciens Mayas, il y est arrivé environ, je dirais, c'est 1200 avant la venue de Jésus sur Terre. Il est arrivé une grande comète qui a créé des très grands chaos sur la Terre, de bouleversements importants, et elle a été observée par les anciens Mayas. Le peuple, les anciens Mayas, ne pas confondre avec les Mayas d'aujourd'hui, ce sont deux civilisations complètement différentes. On ne peut pas prendre la civilisation Maya aujourd'hui, ou les descendants Mayas, et les rejoindre dans cette civilisation-là, qui est une civilisation qui a cessé complètement d'exister. Et pour toutes sortes de raisons, mais je ne veux pas rentrer dans cette... ça pourrait faire le sujet de plusieurs vidéos, juste ça. Bref, l'orbite de cette comète-là s'est stabilisée et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui la planète Vénus. Et donc, elle annonçait la venue de Christ, probablement, vous allez me dire, il y a 1200 ans, c'est très loin, c'est très loin. Oui, mais pour Dieu, 1000 ans, c'est comme une journée, donc 1200 ans, c'est pas beaucoup. Et l'astronomie parle de la parole de Dieu et de ce qui se passe au niveau de la parole de Dieu, comme je l'ai expliqué souvent dans ce ministère-là. Et c'était incroyable, c'était un signe céleste qui annonçait éventuellement la venue de Christ. Et déjà, il y avait, à 1200 ans avant Jésus-Christ, il y avait, même 1000 ans avant, des prophéties, des anciens prophètes qui parlaient de la venue d'un sauveur qui était Jésus, qui avait été prophétisé par plusieurs prophètes de l'Ancien Testament déjà au départ. Donc, à 1200 ans, ça faisait juste ce signe-là astronomique de cette comète-là, qui est devenue la planète Vénus, ne fait que confirmer, si vous voulez, ce que les prophètes annonçaient, et que ça se faisait à ce moment-là dans un futur proche, relativement proche. 1200 ans, vous allez me dire, c'est loin, mais on ne peut pas dire sur une échelle du temps que l'humanité, sur 6-7 000 ans, on ne parle pas d'énormément d'années. Quand on pense qu'au début, dans la Genèse, les gens pouvaient vivre les personnages pouvaient vivre jusqu'à 1000 ans. Alors, on parle de peut-être 10 générations de ces âges-là, de vie, de cette époque-là. Alors, pour nous, c'est sûr que nous vivons 70 ans, 80 ans, peut-être même moins dans certains cas, un peu plus dans certains autres cas, mais pour nous, on voit ça comme beaucoup de temps, mais finalement, c'est pas tant que ça. Alors donc, analysons maintenant Vénus au niveau de ce qui s'est passé l'année passée, au mois de février 2017. Donc ici, je suis allé sur un site qui s'appelle The Sky Live et j'ai cherché pour les caractéristiques de Vénus. Et ce qui m'intéresse, c'est sa charte. Ça, c'est la charte d'éloignement ici, en fonction des années et des mois. Vous voyez-vous ici, lorsque je bouge le curseur, la petite boule qui est ici, eh bien, ça nous donne des dates. La date comme ici, où ce qui est le point, correspond, mettons, au 8 septembre 2019, et ça nous donne la distance en unité astronomique. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la courbe de la brillance de Vénus. Et donc, pour ce faire, je vais me mettre en mode plus précis, ici. Et vous, ce qui est intéressant, en septembre 2015, au 15 septembre, voyez-vous, elle était à sa plus brillante ici. Vous avez deux pics différents de Vénus. Vous avez un pic qui est un petit peu plus faible et un second qui est plus élevé. Et c'est toujours comme ça. Si je vais un peu plus loin, voyez-vous ici, on a une crête ici dans son maximum. Voyez-vous, environ moins 3,8, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la plus petite brillance et la plus grande magnitude de Vénus. Donc, c'est contradictoire pour certains. Plus la magnitude est élevée, moins l'astre est brillante. Et à l'inverse, plus la magnitude est basse, plus la brillance est élevée. Donc, ici, moins 3,8 et son maximum, c'est environ moins 4,85, 8,6, 8,7, ça dépend. On va le voir. Et donc,
à la fête des trompettes 2015, on avait justement la maximum de brillance à environ moins 4,16. Regardez ici dans le coin toujours, parce que si vous vous concentrez sur mon point ici, vous allez manquer l'information qui est ici dans le coin. Alors donc, j'ai le 21 septembre 2015, magnitude de moins 4,76. Et en 2017, on a deux pics. On a eu un à moins 4,75, qui est équivalent de celui moins 4,76 ici en septembre, qui était la plus faible magnitude des deux pics, si vous voulez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le 28, 20, 21, 22 février 2017, pas le 28, mais le 18 au 22, on a une magnitude d'environ moins 4,85, qui est vraiment l'une des magnitudes les plus basses que Vénus peut atteindre. Et ça, c'est assez exceptionnel, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a des magnitudes, même ici, je suis au deuxième pic, qui sont pas tout à fait, on a moins 4,76. Donc ici, on est vraiment dans le maximum de brillance que Vénus peut atteindre. Et ce qui est incroyable, c'est que en ce moment précis là, soit environ le 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, février 2017, l'année passée, Vénus nous faisait un superbe mouvement rétrograde en même temps. OK? Puis c'est pas toujours le cas, comme si je regarde en 2015, il n'y avait pas de mouvement rétrograde. Un mouvement rétrograde n'arrive pas nécessairement avec le maximum ou le minimum de brillance de Vénus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une formule, il y a tout un étalage mathématique pour expliquer la brillance de Vénus. Et il y a des formules disponibles, c'est des formules très complexes et c'est pas le but de cette vidéo-là maintenant. Mais sachez que ce qui est important pour vous de retenir, on ne parle pas nécessairement d'un mouvement rétrograde qui correspond à un maximum ou un minimum de brillance de Vénus. Et donc ici, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a eu un mouvement rétrograde et comme vous le savez, à suivre ce ministère-là, les mouvements rétrogrades des planètes, c'est toujours significatif du point de vue prophétique. Est-ce qu'on peut faire une analyse exhaustive de chacun des mouvements rétrogrades, de chacune des planètes, et d'en conclure quelque chose? Ça serait très difficile de le faire. Ça prendrait des années de recherche. On y parviendrait parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Sauf que il faut se concentrer sur les... c'est ce que je fais d'ailleurs, puis c'est déjà beaucoup de travail. Je me concentre sur ce qui est les planètes les plus importantes de notre système solaire. Saturne. Saturne qui est l'étoile de Moloch. Je vais déjà montrer dans la correspondance, dans la concordance, en langage hébreu, que l'étoile de Moloch dans la Torah, dans l'Ancien Testament, correspond à, pour les Juifs, Saturne comme étoile. Et donc, Moloch, ben, c'est ni plus ni moins que Satan. C'est le diable, c'est lui qui donne qui fait des sacrifices humains. Et c'est le Dieu qui fait des sacrifices humains, si vous voulez. Toujours le même Dieu, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, mouvement rétrograde et la troisième caractéristique incroyable, et ce qui rend encore ce phénomène-là beaucoup plus spécial, qui avait attiré énormément mon attention, je me suis dit, ça ne peut pas être un hasard. En plus d'un mouvement rétrograde, à sa magnitude la plus basse ou sa plus grande brillance, Vénus nous a fait ce mouvement rétrograde-là en plein centre du Poisson. Je vais vous le montrer ici. Alors, donc, nous sommes le 1er février 2017. Et regardez bien Vénus, on va la grossir. Elle est en direction de l'approche du Poisson que vous voyez ici. Pisces, ça c'est le Poisson. Alors, on va la faire avancer. On va la centraliser. Comme ça. Voyez-vous, mouvement rétrograde. Et le mouvement rétrograde débute environ le 19 ou 20. Voyez-vous? Et ça, c'est incroyable parce que ça se fait en plein milieu du Poisson, alors que Vénus brille de tout feu. Vous allez me dire, quelle est cette importance
prophétique? Quelle est l'importance prophétique de ce symbole-là, de ce signe-là céleste? Eh bien, en voici les explications à partir des Écritures, des Saintes Écritures. Alors ici, nous sommes dans Matthieu 4 et nous allons au verset 19. Et le Seigneur leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Des pêcheurs d'hommes. Maintenant, vous allez me dire, bon, on ne parle pas de poissons ici, mais on parle effectivement de pêcheurs. Donc, habituellement, lorsque vous dites « je suis un pêcheur », on parle de pêcheur de poissons. Mais maintenant, quand on regarde dans Matthieu, le verset 13, versets 44 à 52, le Seigneur, il va comme suit. Il dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Donc, ramassant des poissons de toute espèce. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous êtes de race noire, eh bien, vous n'êtes pas nécessairement croyant, mais vous pouvez l'être. Si vous êtes blanc, ou peu importe la couleur de votre peau, vous pouvez éventuellement donner votre vie au Seigneur et être touché par l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas donné à tous les Noirs, ou tous les Blancs, ou toutes les personnes de peu importe la nationalité d'être touchés par l'Esprit Saint, mais il y a même des gens en Chine actuellement qui se retournent vers le Seigneur et qui sont touchés par l'Esprit Saint à très grande quantité. Et pourtant, lorsqu'on regarde la Chine, ce n'est pas un pays qui est mentionné comme étant chrétien, mais il y a encore plus de réveils souvent dans ces pays-là qui sont dits non chrétiens, qui sont dits d'une autre religion et qui sont identifiés à une autre religion que celle de chrétienté. Et pourtant, il y a des gens qui sont touchés d'un peu partout. Et c'est vraiment ça. Nous sommes comme des poissons d'espèces différentes. Et les pêcheurs d'hommes, ou les pêcheurs de poissons, si vous voulez, comme le royaume des cieux est semblable à, eh bien, se font choisir, sont choisis, si vous voulez, ou se convertissent, sont touchés par l'Esprit Saint de toute espèce. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est de là que nous vient le symbole du chrétien qui étant le poisson. Et c'est pour ça qu'ici, on a un mouvement rétrograde en plein centre du poisson, à un moment particulier dans lequel la brillance de Vénus est à son maximum. Et lorsque je parle du maximum, comme je vous ai montré ici, OK, on parle de pics ici différents. Si on regarde en 2017, on est à moins 4,85. Si vous regardez ici dans le coin toujours, là, moins 4,85. OK? Puis si je vais en 2015, si je prends le deuxième pic plus bas, c'est-à-dire pas celui-ci, mais celui-ci, OK, je suis à moins 4,76. Donc, moins 4,76, moins 4,85, c'est encore plus brillant ici pour des raisons techniques que je ne veux pas rentrer. Le deuxième pic, on le retrouve ici. Comme je vous ai dit, il y a toujours deux pics. On le voit ici. Ici, on retourne en 2014. Eh bien, moins 4,89. Ce qui s'est passé ici en moins 4,89, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. En fait, c'était en 2013, au mois de décembre 2013. On avait, à ce moment-là, le passage de la comète Hélénine. Pas Hélénine, mais Ison. Comme on peut voir, la comète Ison s'était désintégrée selon ce qu'eux nous disent en novembre 2013. Mais en fait, il y a une partie de la comète qui a continué. Puis elle était encore, on pouvait encore la suivre en décembre 2014. Et vous connaissez toutes ce que cette comète-là nous a fait dans le ciel. C'est quelque chose, c'est un des signes célestes les plus impressionnants à mon sens. C'est absolument incroyable, mais je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est pour vous mentionner que il semble y avoir de l'importance au niveau de la magnitude de Vénus suivant des événements bien particuliers. Donc, on va retourner ici. Pardon. La brillance de Vénus qui est ici.
Alors donc, pour en revenir à cette brillance-là de Vénus, eh bien, elle nous a fait ce maximum de brillance-là en février. Et voyez, le 20 février 2017, là, je ne suis pas capable de m'en aller au 21, mais le 22, vous avez moins 4,84, 4,85, moins 4,85. Et c'est 1 an jour pour jour de la date de la mort de Billy Graham qui s'est produite au mois de février cette année, le 21 février plus précisément. Et ça, je vais revenir là-dessus. Mais voici ce que je vais vous montrer en attendant, que je trouve que ça m'a énormément interpellé comme prophétie. Et c'était l'année passée. Et j'ai voulu faire des vidéos là-dessus, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et le contexte est encore plus probant actuellement. Donc je vais vous montrer cette prophétie-là que je trouve qui correspond à cet événement-là qui s'est produit avec Vénus en janvier 2017. Et je veux juste vous rappeler que en janvier 2017, pas en janvier, mais en février 2017, pardon. Et en février 2017, l'année 2017, comme la plupart d'entre vous le savez, c'était une année charnière. On s'est attendu à bien des choses, bien des changements en 2017. Et depuis 2017, je pense que on a senti vraiment l'approche de l'enlèvement d'une façon marquante au niveau des croyants, au niveau de l'Église. Et c'est ça qui m'amène encore plus à croire que la prophétie que je vais vous montrer, elle est d'une part astronomique, mais elle est aussi d'une part spirituelle. Et moi, depuis l'année 2017, je suis comme, bon, sur de très grandes attaques, comme la plupart d'entre vous, oui, mais on dirait que le fait que je sens que les événements avancent rapidement, je sens dans mon cœur que le Seigneur est à la porte. Je sens dans mon cœur qu'il est là et que de toute façon, il faut prendre patience parce qu'on n'en a plus beaucoup à attendre avant d'être délivré.